Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Check-up, le magazine de la santé de Télé Grenoble. Dans une quinzaine de minutes, nous nous intéresserons à l'association Soleil Rouge. Les clowns à l'hôpital de Grenoble fêtent leurs 15 ans. Mais avant cela, je salue les chroniqueurs sur ce plateau. Vincent Templard, bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes président de Medicalp, le cluster des entreprises de santé innovantes à Grenoble et dans l'arc alpin. Comme tous les mois, vous nous apporterez votre expertise et vous nous accompagnerez dans cette émission. Julie Ségala est également parmi nous. Bonsoir Julie. Bonsoir. Vous nous présenterez dans quelques minutes une nouvelle rubrique Suspense. Mais pour l'heure, on ouvre une page innovation où il va être question de machines à laver et de chirurgie en 3D. Chauffer ces microbes que je ne saurais voir. Grâce à Nicolas Appert et à Louis Pasteur, on connaît l'importance de la stérilisation des outils et instruments médicaux contre la transmission d'infections, en particulier de maladies nosocomiales. Le CHU Grenoble-Alpes vient d'inaugurer son nouveau service de stérilisation, indispensable quand on pense que l'hôpital de Grenoble réalise plus de 26 000 opérations par an et qu'il faut aussi stériliser les instruments de l'hôpital de Voiron. Visite et mode d'emploi avec Lina Badreddine. Avant une intervention chirurgicale, la stérilisation du matériel est cruciale. Complexe, elle se déroule en différentes étapes. La première, comme dans un lave-vaisselle, les ustensiles sont nettoyés mais mieux qu'à la maison. Les cycles de lavage sont contrôlés pour s'assurer du bon fonctionnement des laveurs. Température, quantité de produits, tout est vérifié. Le matériel, lui, est trié par les opérateurs dans des paniers. Quand il est rouge, c'est pour signaler qu'il y a un manquement dans la boîte. Une fois que ce matériel est remis dans les bonnes compositions, il est conditionné. Donc en fait, on lui met un emballage qui va permettre à l'agent stérilisant de pénétrer à l'intérieur et donc d'entrer en contact avec l'instrumentation pour procéder à l'action stérilisante, mais qui va aussi maintenir cet état stérile. C'est-à-dire que des échanges gazeux sont possibles, mais pas le passage des micro-organismes. Et la particularité de la stérilisation, c'est qu'on emballe avant la dernière étape, qui est celle de stériliser vraiment. En grosse majorité, pour la stérilisation, on utilise de la vapeur d'eau et là s'enchaînent des cycles d'1h30 pour atteindre une température de 134 degrés pendant 18 minutes. Une fois le matériel sorti, il ne reste plus qu'à s'assurer que toute l'opération de stérilisation a été achevée dans les normes. Finalement, direction le bloc opératoire. Lorsqu'à la fin de l'intervention, le patient est opéré, l'infirmière va regarder cette boîte de stérilisation, va regarder s'il y a des instruments à changer, s'il y a des instruments égarés, s'il y a des instruments cassés. Il va y avoir un compte des instruments, il va y avoir un rangement de ces instruments. Puis ensuite, la boîte va être en pré-désinfection, c'est-à-dire qu'on va laisser tremper tous les instruments dans un produit de désinfection, ce sera la pré-désinfection. Et ensuite, cette boîte va être transférée en zone de pré-stérilisation où l'équipe de stérilisation va venir chercher les instruments. Et c'est reparti pour le même chemin. Pour connaître la suite, il faudra revenir au début du reportage. Et voilà, le processus de stérilisation dure de 5 à 10 heures. Lorsque les travaux du plateau interventionnel du CHU seront terminés, l'étage des blocs opératoires sera en lien direct avec le service de stérilisation. Des outils tout beau tout propres qui ont bien évidemment été aussi utilisés en décembre dernier par Surgivisio, un système opératoire intégré d'imagerie 3D et de navigation chirurgicale en temps réel dédié à la chirurgie mini-invasive orthopédique et traumatologique. Une technique que l'on nous présentait comme révolutionnaire dans le but notamment de séduire les investisseurs. Et ça n'a pas traîné. 3 mois après l'opération du mois de décembre, on apprenait que la start-up iséroise venait de lever 10,7 millions d'euros auprès d'une banque publique d'investissement et d'un fonds. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour Surgivisio ? Est-ce que c'est un développement à long terme qui s'annonce ?
Ça signifie effectivement qu'ils ont réussi à franchir une très belle étape. Lever 10 millions d'euros, c'est quand même un montant extrêmement significatif pour une jeune entreprise. C'est une entreprise qui a été créée à peu près en 2009, de mémoire. Ils ont réussi à développer le dispositif, à avoir une première, ce que je vais appeler preuve de concept en milieu hospitalier, réussie. Et aujourd'hui, ils se dotent des moyens pour accélérer leur développement, que ce soit effectivement sur les interventions de la colonne vertébrale sur lesquelles ils vont se focaliser en premier, qui était leur domaine d'application, mais comme vous l'indiquiez Marie-Caroline aussi, sur d'autres types d'interventions demain, en traumatologie, en orthopédie. Et comme ça, sachant que le CHU de Grenoble est l'un des premiers centres de traumatologie en France, on devrait on devrait encore les voir. Cet appareil est protégé par 19 brevets. Est-ce que cette levée de fonds, ça peut aussi permettre à Surgivisio d'aller sur le marché américain ? Cette levée de fonds, elle a plusieurs objectifs. Elle a déjà pour objectif d'industrialiser le dispositif et de pouvoir le produire avec les contraintes réglementaires qui sont propres aux dispositifs médicaux en série. Et puis bien évidemment, dans les objectifs, il y a le fait de pouvoir étendre son marché au-delà de l'Europe, de trouver des distributeurs pour vendre le dispositif et d'accéder au marché américain et d'avoir les enregistrements nécessaires pour ce faire. Voilà, parce que les brevets sont différents. Et Surgivisio, c'est qu'une goutte au milieu de l'océan de toutes les start-up de l'arc alpin qui se portent finalement presque toutes très bien. Une goutte, une très belle goutte, alors dans ce cas-là. Mais 10,7 millions. C'est vrai qu'il y a un écosystème sur la région grenobloise qui est extrêmement dense. Et il y a eu plusieurs très belles levées de fonds réalisées ces derniers mois. Celles qui me viennent en tête spontanément, je pense à Euromems, qui a levé aussi plus de 10 millions, Diabeloop, le pancréas artificiel, plus de 10 millions aussi, ou Advicen, dans le domaine des médicaments pédiatriques, qui s'est introduit en bourse et qui a levé près de 30 millions d'euros. Donc effectivement, un écosystème extrêmement dynamique. Avec peut-être encore des innovations à la clé. Merci Vincent. Ça foisonne. Voilà, je vous propose à présent de découvrir une nouvelle rubrique. C'est Julie Ségala qui nous attend. Alors Julie, on va vous retrouver régulièrement dans Check-up où vous viendrez nous parler des enfants, des bébés à l'ado, mais aussi de tout ce qui concerne la maternité, la paternité, les petits et les gros bobos. Et aujourd'hui, pas de cris, pas de pleurs, puisque ce sont les nounours et autres doudous qui vont chez le médecin. Et oui, alors on s'est tous au moins une fois sentis un peu démunis face à l'angoisse d'un enfant, alors soit chez le médecin, soit à l'hôpital. Alors pour dédramatiser la situation et surtout le soin, il existe l'hôpital des nounours. C'est un concept qui est né il y a une quinzaine d'années en Allemagne. Alors chaque année, pendant environ une semaine, les étudiants en médecine se glissent dans la peau des nounoursologues pour accueillir et soigner les doudous et autres peluches malades des enfants. À Grenoble, l'opération s'est déroulée en mars dernier. Plus de 300 enfants de l'agglomération, de la maternelle au CE1, ont donc défilé dans les différents services de cet hôpital un peu particulier. Une façon ludique de découvrir l'univers de l'hôpital. Alors là, il a pas mal et là, il a très mal. Où est-ce qu'il est, Doudou? Oh, il a très mal, Doudou. Alerte rouge, c'est l'hécatombe chez les doudous. Johan, 7 ans, est très inquiet pour Léo, tout comme Lucie, venue avec Maya. Il s'est cassé le nez avec un couteau à viande. Elle s'est brûlée parce qu'elle voulait voir ce qu'il y avait dans la casserole et c'était de l'eau bouillante et du coup, elle a renversé la casserole sur sa patte. Nez cassé, jambes brûlées, chute dans les escaliers. Heureusement que les nounoursologues sont là pour les soigner. Une fois le contrôle de routine effectué et le diagnostic posé, direction le bloc opératoire ou la salle de soins. Derrière les blouses blanches et bleues des étudiants en deuxième année de médecine. Une fois qu'on a vérifié que le doudou il respire bien, que son cœur va bien, on va lui faire un petit plâtre. Est-ce que tu t'es déjà cassé le ventre? Non. L'opération Hôpital des Nounours existe depuis 2004 en France. Par petits groupes, les enfants découvrent la radiologie ou encore la salle de naissance. Ils concoctent des vaccins mais aussi des médicaments. Et ici, tout est vrai, seringues, plâtre, électrocardiogramme ou encore échographie. L'idée, c'est que les enfants s'acclimatent au maximum à l'univers hospitalier. On est venu, on a fait des interventions en classe en fait avant qu'ils viennent ici pour les préparer, leur expliquer la blouse blanche justement, le matériel un peu médical, voilà, pour qu'ils viennent sans crainte. Ces consultations pour de faux sont aussi l'occasion pour les professeurs des écoles de faire de la prévention et d'aborder le programme de sciences de manière très ludique.
C'est vrai qu'on va travailler aussi un petit peu sur l'anatomie, le corps humain. On va fabriquer en fait des petits personnages, voir les différentes articulations, en accrochant tout ça avec des attaches parisiennes, voir un petit peu les différentes parties du corps. Au cours de la semaine, ces étudiants en médecine auront rencontré près de 300 enfants, de la maternelle au CE1. Ils auront ausculté, opéré et bichonné tout autant de nounours. Une opération réussie qui s'est terminée en apothéose avec la découverte d'une ambulance et d'un hélicoptère du SAMU. Et Julie, l'intérêt de cette opération est double parce que si les enfants repartent plus sereins, les étudiants en médecine également. Oui, parce qu'en cours, généralement, ils apprennent plus la théorie, mais on ne leur apprend pas tant que ça la pratique, à savoir à s'adresser aux enfants. Alors, j'ai discuté avec plusieurs d'entre eux qui m'ont dit que vraiment cet exercice était un très, très bon exercice pour eux parce que c'est un public difficile à appréhender. Les petits sont souvent effrayés, donc quand ils viennent à l'hôpital des nounours, ils servent aussi entre guillemets, on va dire, de cobayes aux étudiants. Et puis il faut noter aussi que c'est une opération de santé publique qui est soutenue par le ministère de la Santé, bien sûr, mais aussi par le ministère de l'Éducation nationale. Alors heureusement, bien heureusement, des initiatives pour aider les enfants à gérer leur stress. Il en existe beaucoup d'autres. On avait vu récemment l'IRM pour les enfants et il y a également d'autres initiatives. Oui, alors il y en a une très tendance en ce moment, c'est l'utilisation des petites voitures pour conduire les plus jeunes au bloc opératoire. C'est une initiative de l'hôpital de Valenciennes dans le Nord, Cocorico pour les nordistes, qui a fait beaucoup d'émules depuis plusieurs mois. Des voitures électriques et télécommandées conduites donc soit par l'enfant, soit par un brancardier si l'enfant est trop petit. Donc maintenant, c'est sur les chapeaux de roue que les enfants roulent pour se faire opérer avec le sourire aux lèvres, évidemment. Alors bien sûr, ça dépend. Oui, là, elle est un petit peu tendue, la pitchounette. Mais bien sûr, ça remplace pas les antidouleurs. Le personnel soignant le précise bien. Mais ils affirment aussi que les enfants arrivent beaucoup plus détendu au bloc. Alors c'est une idée qui a fait son petit bonhomme de chemin jusqu'aux forains de la foire des rameaux. Alors vous me direz mais pourquoi les forains, pourquoi la foire des rameaux? Eh bien en fait les gentils forains ont été tellement séduits par le concept qu'ils ont décidé d'offrir 2 petits bolides à l'hôpital Couple Enfant de Grenoble. Une rose et une noire en partenariat avec la société rose, Midi-Alpes. Oui, ça va bien plaire aux petites filles, je pense. C'est une belle initiative qui part d'un bon sentiment. Malheureusement, pour l'instant, les voitures sont remisées au garage. Le personnel doit d'abord élaborer un protocole de prise en charge et d'hygiène pour concilier ce moment ludique aux exigences de sécurité et d'asepsie du bloc opératoire. Mais bien sûr, on vous en reparlera dès que les premiers petits patients auront testé ces petits bolides. On va voir si on trouve des machines à laver suffisamment grandes dans le service précédemment. Merci Julie, on vous retrouve très vite. On marque une petite pause et nous, on se retrouve juste après. De retour dans Check-up pour parler de Soleil Rouge et des clowns du CHU. Je vous présente mes invités dans une toute petite seconde. Cela fait 15 ans que Soleil Rouge égaye les couloirs de l'hôpital de Grenoble et donne du baume au cœur des enfants hospitalisés. Corinne Armariala, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes pédiatre oncologue et présidente de Soleil Rouge. À vos côtés, Johan Bonnier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes clown hospitalier pour Soleil Rouge. Avant de commencer à discuter, si vous le voulez bien, on va regarder un reportage qui a été tourné à l'occasion des animations que vous aviez proposées pour cet anniversaire. Charlotte Faulkner a rencontré le premier clown médecin. Ce jour-là, à l'hôpital Couple Enfant, ce sont un peu les stars du service pédiatrie. Mime, chant, animation colorée, tout est bon pour changer les idées des plus petits. Et si les enfants retrouvent le sourire dans les hôpitaux avec les clowns, c'est en partie grâce à cet homme, Michael Christensen, le fondateur de la première équipe de clowns hospitaliers à New York en 1986. Quand je pense à l'ampleur que ça a pris à travers le monde, je suis surpris, je suis en admiration.
Je pense que le sentiment le plus important, c'est la reconnaissance. Je suis très reconnaissant. Je n'avais aucune idée de ce que cela allait donner. Et ça continue de grandir d'une façon que je n'aurais jamais imaginée. Un succès exporté aux quatre coins de la planète. Dans les couloirs du service pédiatrie, il y a autant de complicité avec les enfants qu'avec le personnel hospitalier. Et être clown, ça ne s'improvise pas, il y a des qualités essentielles. L'écoute du partenaire, l'écoute de l'enfant, l'écoute de tout ce qui se passe. Une grande empathie, mais aussi il faut une bonne distance et une bonne base technique et artistique de clown. Il faut avoir du bagage, c'est un métier. Un métier où les clowns doivent également faire preuve d'adaptation et en 30 ans, Michael Christensen a vu des changements. Maintenant, quand je suis dans le couloir, au lieu que les gens me regardent directement, ils regardent assez souvent de petits écrans, de petits téléphones, un gros écran ou une tablette. Donc, au lieu de me présenter comme Dr Stubbs, je me présente comme étant Dr Google, ou alors je leur dis tout de suite que je suis du service informatique et l'hôpital veut s'assurer que vous avez un signal Wi-Fi performant. Des clowns qui ont un impact très positif sur les enfants, mais également sur le service hospitalier. L'ambiance du service est effectivement modifiée par ça. Il y a l'attente, il y a des enfants qui nous attendent, il y a des enfants qui nous préparent des blagues. Donc il se crée quelque chose dans l'atmosphère. Et puis après, il y a le passage des clowns. Où les portes s'ouvrent, les gens viennent regarder. S'ils sont en isolement dans leur fenêtre, ils ouvrent les rideaux, ils entrouvrent la porte pour que la musique puisse rentrer et se glisser. Ça, c'est des témoignages des soignants qui vont vraiment dans ce sens-là et qui nous disent que ça fait une vraie différence. Au total, l'association Soleil Rouge regroupe 11 clowns professionnels et plus de 40 bénévoles actifs. Alors Corinne Armariala, vous étiez là à l'origine, il y a 15 ans, de Soleil Rouge. Est-ce qu'on vous a pris un peu pour des fous ? Alors non, on ne nous a pas pris pour des fous. Je trouve qu'on a eu un bon accueil au sein de la pédiatrie. On a eu cette chance avec notamment le professeur Bost, qui était le chef de service à l'époque. Et donc moi-même avec le docteur Panier, toutes les deux, on avait reçu Sylvie Daillot et puis l'autre membre fondateur, Hélène Hirtz, qui nous présentaient leur projet. Et toutes les deux, avec le docteur Panier, on avait eu l'occasion de voir des clowns hospitaliers en région parisienne avec le Rire Médecin, puisqu'on avait été faire des stages là-bas. Donc nous, on connaissait. Et puis quand on en a parlé à nos collègues, je pense qu'on l'a bien présenté parce que ça a été assez rapidement adopté. Et puis quand ils ont vu les clowns arriver dans les services, tout d'abord en oncologie et puis après dans d'autres services, tout le monde s'est rendu compte que c'était bien et que les enfants, ça leur apportait beaucoup, quoi. Mais on ne peut pas dire qu'on a été pris pour des fous, non, pas vraiment. Ça s'est tout de suite bien passé ? Ça ne s'est pas tout de suite bien passé parce qu'il y a eu des petites choses à mettre au point. Ça fait du bruit, ça bouscule les habitudes d'un service, mais bon... voilà, les ajustements se sont faits parce que c'est une vraie collaboration entre les clowns et puis les soignants. Johan Bonnier, vous êtes clown depuis combien de temps ? Alors moi, j'ai commencé le clown il y a 8 ans, presque bientôt 10 on va dire. Et le clown hospitalier, ça fait maintenant 5 ans que je travaille avec Soleil Rouge. Pourquoi vous avez décidé de venir travailler avec Soleil Rouge ? Alors pourquoi ? Je sais pas trop pourquoi, mais un jour voilà, je voulais savoir comment on pouvait faire du clown à l'hôpital. Ça m'intéressait de savoir comment on faisait avec toute cette contrainte, avec la mort, la maladie, etc. Et je me suis un peu renseigné dans les associations. Je suis tombé sur Soleil Rouge, à qui j'ai envoyé mon CV et au fil du temps, ils m'ont rappelé quand ils ont recruté des clowns et fort heureusement, j'ai réussi à avoir accès à ce métier qui est formidable. Est-ce qu'il y a une formation pour devenir clown hospitalier ? Alors, la plus grosse formation, c'est d'être d'abord clown. Et ça, se former au clown, il y en a un peu de partout. Le Rire Médecin, aujourd'hui, fait une formation un peu spécifique sur l'hôpital. À la Fabrique Jaspire aussi, avec Sylvie Daillot, d'ailleurs. Voilà, mais sinon, il y a 1000 chemins, je pense, pour être clown et pour aller à l'hôpital.
En quoi ça consiste cette formation? Est-ce que ce sont les pédiatres aussi qui viennent expliquer comment on aborde des enfants en situation de maladie? Alors c'est effectivement un des versants de cette formation puisque on a donné des formations aux clowns sur notamment les méthodes d'hygiène. Ça c'est très très important parce que quand on est dans un milieu de soins, il y a des règles à respecter même quand on est clown. Et donc on est venu lors de réunions des clowns pour présenter les règles d'hygiène, le pourquoi de ces contraintes. Et puis après sur certains aspects de certaines maladies, dans l'oncologie, l'anesthésie pédiatrique aussi, puisque les clowns vont aussi accompagner les enfants au bloc opératoire. Donc différentes formations qui étaient importantes pour tous les services où ils interviennent. Donc oui, c'est un peu des formations médicales quand même aussi. Ça dure combien de temps? Les formations, c'est des formations qui sont données 1 heure, à peu près sur 1 heure. Et puis les réunions de clowns, il y en a une par mois. Alors on ne va pas dire qu'il y a une formation médicale à chaque fois, mais à chaque fois, ça peut être l'occasion d'une formation quand il y a des besoins exprimés. Donc les réunions de clowns, vous réunissez les clowns, les médecins? Alors, en général, donc nous on est un peu formés tout au long de notre parcours. Et on a, donc une fois par mois on se retrouve et on a un médecin quand on en a besoin, en tout cas au début de notre parcours de clown, on est vraiment formé beaucoup à l'hygiène et comment on intervient aussi un peu sur les soins. On est formé sur le parcours artistique aussi, comment intervenir dans les chambres. Mais par rapport aux médecins, c'est un peu en continu, suivant nos besoins. Quand des fois on commence à buter sur des questions de handicap ou sur une psychologie adolescente. Voilà, quand on estime le besoin, on fait appel à des médecins et des professionnels pour avoir ce genre de formation. Est-ce que vous discutez ensemble des différents cas des enfants? Il y a des pathologies qui ne nécessitent pas la même prise en charge par les clowns peut-être? Oui, tout à fait. Il y a ce qu'on appelle une relève. On parle de la relève infirmière dans les services hospitaliers où les équipes se font un temps de passage des informations importantes concernant les enfants. Avec les clowns, c'est pareil. C'est-à-dire que les clowns arrivent dans le service et ils prennent connaissance de l'ensemble, des différents cas d'enfants qui sont présents dans le service et des contraintes aussi qui peuvent être nécessaires. Nous, dans le service de cancérologie, il y a des contraintes d'hygiène fortes avec notamment des enfants qui sont en chambre stérile, par exemple. Il y a voilà, ça c'est important de le savoir. Ou s'il y a des contextes de maladies particulièrement difficiles par moment, c'est bien que les clowns le sachent. C'est important aussi qu'ils sachent s'il y a des enfants qui ne veulent pas les voir, qui ont des peurs. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça peut arriver. Et il faut qu'ils sachent aussi comment faire avec ces enfants, s'il faut respecter à 100% ou si on peut essayer de faire des petits écarts. Donc il y a vraiment une vraie relève entre les professionnels et les clowns. Par exemple, comment on intervient en chambre stérile pour chaque... Il faut essayer de jouer avec ça? Comment ça se passe? Alors nous, de toute façon, on joue un peu avec tout. Les contraintes de mettre un masque, par exemple, pour nous, ça peut vite devenir un jeu. Enfiler une blouse, etc., c'est pareil. Tout est occasion de jeu pour nous. Dans les chambres stériles, actuellement, on ne rentre pas vraiment, mais on joue à travers la vitre. Voilà, ou par le téléphone aussi, etc. Mais il y a des cas où on a enfilé la blouse comme les médecins, les masques, etc. Et déjà, ça, sur le pas de la porte, ça peut être déjà tout un jeu, quoi. Donc, on déconstruit aussi un peu l'univers hospitalier. C'est-à-dire que d'un pied de perf, on peut en faire un micro, un cheval, une lance, on peut se courir après, défaire les extincteurs, friser la moustache du docteur. Oui, c'est ça, c'est qu'on l'a vu sur les images, les clowns se sont amusés avec vos cheveux. Vous aussi, il faut jouer le jeu. Ah oui. Mais il y a une telle intégration des clowns dans les équipes que... ça vient quand même assez naturellement. Alors plus ou moins facilement, les jeunes élèves infirmières, par exemple, sont un peu plus décontenancés, ou les jeunes étudiants en médecine aussi, parce qu'ils trouvent ça un peu étrange parfois. Mais quand on a l'habitude de les voir venir 2 fois par semaine dans les services, d'abord on les connaît plus personnellement aussi. Enfin, on connaît le clown plus personnellement, le personnage du clown. Et du coup, il y a des liens qui se créent, puis on se prête au jeu.
pense que c'est bien aussi vis-à-vis de l'enfant malade. C'est bien aussi pour les enfants, ils ont moins peur, il n'y a plus la peur de la blouse blanche, on voit que le médecin est au même niveau. Tout à fait. Et ça aide aussi. Est-ce qu'il y a une grande part à l'improvisation ou tout est... Tout est improvisé. On travaille exclusivement en improvisation. Après, on a nos petits tours de magie, quelques petites recettes. Mais étant donné qu'on peut passer d'un enfant qui va avoir 4 jours à un grand adolescent de 18 ans avec des pathologies différentes, des douleurs différentes, on est obligé de s'adapter forcément à ce qu'on va trouver derrière la porte. Donc pour nous, c'est un challenge. On ne pourrait pas arriver avec un truc imposé qui rimerait à rien. Donc on joue vraiment avec ce qui va être proposé en fait derrière, quoi. On est vraiment à l'affût de la moindre chose pour jouer, quoi. Vous travaillez ensemble, donc, on l'a dit. Comment ça se passe votre arrivée? Est-ce que c'est une arrivée en fanfare? C'est une arrivée sur la pointe des pieds? Comment ça se passe? Encore une fois, ça va être une histoire un peu de feeling. Dans certains services, on sait qu'on ne va pas pouvoir arriver en fanfare. On passe par exemple en réanimation. C'est un service qui est très lourd. Et là, on va arriver plutôt sur la pointe des pieds. Par exemple, dans le service, on sait que ça va être calme et on va aller Mais après, on pourra monter le volume une fois qu'on saura un peu où on met les pieds. Et il y a certains services où on fait une petite parade pour un peu annoncer l'arrivée des clowns dans le service avant de passer de chambre en chambre. Donc vous intervenez 2 fois par semaine? Oui, c'est ça, oui, 2 fois par semaine. Les mardis et jeudi. Et jeudi. Voilà, 2 duos de clowns le mardi, 2 duos de clowns le jeudi. Et les clowns sont une dizaine? Ils sont, une dizaine. C'est vrai que dans le reportage, on parle de 11, là ils sont 10. Bon, il y a toujours un petit peu des mouvements dans l'équipe, voilà. Et comment vous renouvelez-vous en tant que clown? En tant que clown, pour nous déjà c'est important effectivement de ne pas y aller tous les jours. Par exemple, ça serait vraiment... je pense qu'on aurait tendance à s'étouffer. Et chacun, donc on est des comédiens professionnels et on a aussi nos activités extérieures qui permettent de nous nourrir. Et puis une fois par mois, nous on est coachés à l'hôpital et on se retrouve aussi pour travailler notre improvisation. Après, l'hôpital, ça offre tellement d'opportunités de jeu pour le clown que c'est illimité. Moi, je m'ennuie jamais à l'hôpital. C'est toujours sur cette improvisation. Si je répétais les mêmes choses sans arrêt, j'aurais tendance à m'ennuyer. Mais le fait d'être en improvisation et à l'écoute de ce qui se passe, c'est illimité. Vous vous retrouvez entre vous pour discuter, mais c'est pas anodin de travailler comme ça auprès d'enfants malades. Certains vont mourir. Est-ce que vous êtes également aidé? Est-ce qu'il y a également un suivi psychologique pour les clowns? Oui, tout à fait. Nous, on est une fois par mois, c'est pareil, on se retrouve en équipe avec une supervision qui nous permet de débriefer voilà, tout ça, la mort, tous les coups durs qu'on peut trouver. Voilà, ça aide beaucoup. Et puis après, on a une équipe du coup forte avec laquelle on peut échanger beaucoup et qui permettent de dépasser les moments difficiles, quoi. Est-ce que ce sont parfois les enfants qui vous remontent le moral? Ah oui, complètement. On a vu des enfants réconforter des clowns. Vraiment, que c'était pas grave, alors que l'enfant allait avoir une ponction lombaire ou quelque chose, et d'un coup, le clown, parce qu'il a perdu sa chaussette ou je ne sais quoi, qui devient triste, l'enfant se met à le réconforter, quoi. Ouais. Forcément, ça arrive. Et vous, les enfants aussi, ont des réactions qui vous étonnent? Ah oui, quand on est pédiatre, on est étonné, je pense, toute sa vie des réactions des enfants qu'on voit. On peut pas être blasé. Et effectivement, avec les clowns, c'est merveilleux parce que ils rient, ils le sourient, alors qu'on est dans des situations, comme on disait, des fois particulièrement difficiles et particulièrement angoissantes, avec des parents qui vivent le stress, et de voir leur enfant qui est un enfant normal, entre guillemets, ça leur permet de se détendre et de participer aussi au jeu. Donc oui, ils nous surprennent toujours. On ne peut pas se mettre à leur place, donc on vit à leur rythme aussi, et on essaye de les suivre, comme les clowns, quoi. On les suit, un peu peut-être pas autant que les clowns, mais quand même, on essaye. Alors on dit parfois que ce qui fait du bien à l'âme fait du bien au corps. Et justement, on va voir avec ce reportage de Julie Ségala les bienfaits thérapeutiques que vous apportez aux jeunes patients.
On dit que les grenouilles font shabadabada, mais elles ne font pas. Ne vous fiez pas à cette moue dubitative, chaque fois qu'il vient à l'hôpital, Nils attend avec impatience les clowns de Soleil Rouge. Mais il a fallu un peu de temps au duo de Trublion pour apprivoiser le petit bonhomme de 2 ans. Au début, il avait du mal et il était difficile, à apprivoiser. En fait, au tout début, il se cachait ou bien il se mettait derrière la porte, mais dès qu'ils étaient partis, il leur faisait coucou. Et puis les fois d'après, il bougeait son petit pied quand on faisait une intervention avec les clowns, et puis l'autre petit pied, et puis la petite main. Maintenant, il les réclame à la maison, et les clowns. Avec leur nez rouge, leur mimique rigolote et leurs instruments de musique, Pépita et Bubby sont les rois de l'impro. Dans les chambres ou dans les couloirs, ils ne se privent jamais d'un petit numéro pour égayer l'atmosphère. Et pour les enfants boudeurs qui ont le moral dans les chaussettes, ils ont plus d'un tour dans leur sac. On venait de lui poser une sonde nasogastrique et elle ne voulait plus sortir de sa chambre en me disant je suis moche, les gens vont me regarder, j'ai une sonde dans le nez. Enfin, elle était assise sur son lit à bouder. Et là, les clowns sont arrivés et qu'est-ce que c'est que cette histoire? T'as un joli peignoir Hello Kitty, mais qu'est-ce que tu fais sur ton lit? Enfin, un bazar fini dans la chambre. Et là, elle s'est levée et elle est partie dans le couloir et elle a fait son défilé. Donc, elle a traversé les couloirs de la chirurgie sans aucun souci avec la musique. La présence de ces agitateurs est vite devenue une évidence dans les services de pédiatrie. Dans ce monde souvent froid de l'hôpital, les clowns apportent une touche de gaieté et de légèreté. On a vu effectivement le fait que ça n'interférait pas avec les soins. On a vu le bénéfice sur le sourire des enfants, le rire des parents et puis le rire des soignants également. Donc on est convaincu effectivement que le bénéfice est global. À Grenoble, les clowns interviennent parfois à la demande de l'équipe médicale. Une chanson, une petite histoire et hop, ils détournent l'attention des petits malades. Le rire comme médicament ou presque, s'il ne remplacera jamais les analgésiques, des études ont scientifiquement prouvé les vertus du rire sur le système immunitaire et la gestion de la douleur. Chez l'enfant, ça réduit l'anxiété dans différentes circonstances, que ce soit avant les interventions chirurgicales ou avant les gestes douloureux. Ça réduit également la douleur et l'expérience que les enfants ont de ces gestes douloureux, en particulier les prises de sang, les examens un peu compliqués. Et puis, ils apportent le rire aux enfants, le sourire aux parents. Et nous, on n'est pas vraiment capable d'apporter ça. Ce n'est pas un médicament qui va apporter le rire à un enfant. Oubliez l'hôpital, retrouvez l'envie de rire, objectif atteint pour les clowns de Soleil Rouge qui interviennent désormais auprès des personnes âgées, en particulier dans les unités Alzheimer. Alors je crois que les clowns de Soleil Rouge viennent de débuter, enfin il y a peu de temps qu'ils vont également voir des personnes âgées. Ça se passe bien? Ça se passe super bien. Voilà, alors ça c'est des projets un peu particuliers, ça c'est du coup c'est un peu par rapport au financement, c'est vraiment les EHPAD qui viennent nous financer, parce que Soleil Rouge marche au don et ça c'est autre chose à côté. Et oui, en pédiatrie, en gériatrie, ça marche très 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 bien. C'est aussi des grandes histoires d'amour avec les personnes âgées. C'est une autre approche, c'est moins... On va être un petit peu moins fou, bien que, mais en tout cas, les résultats sont aussi là, quoi. Surtout avec les maladies Alzheimer, on arrive à aller chercher un petit peu les gens où ils en sont au moment précis. Donc voilà, on leur dit oui et le jeu démarre très vite avec eux. Alors, les parents sont peut-être vos plus grands fans, non? On l'a vu dans ce reportage, ils découvrent leur enfant sous un autre jour. L'idée, c'est de ne plus penser à la maladie. Voilà, de ne plus penser que l'enfant est malade, de revoir l'enfant tel qu'il est réellement, quoi. Un petit garçon, une petite fille de 4, 5, 10 ans, peu importe, et qui est vivant et qui fait ce qu'un tout enfant devrait faire, c'est-à-dire s'amuser, rigoler, jouer, se prendre du bon temps, on va dire, et pas se stresser pour des soins. Et c'est sûr que les clowns permettent ça. Et donc les parents, quand ils voient leurs enfants tels qu'ils les connaissent, tels qu'ils les ont toujours connus, bien évidemment que c'est nos meilleurs ambassadeurs, quoi. C'est eux qui nous soutiennent
de façon inconditionnelle. Alors c'est peut-être difficile à quantifier, mais par exemple d'avoir la présence de clowns avant une chimiothérapie, est-ce que, j'allais pas dire est-ce que ça fonctionne mieux, mais en tout cas est-ce qu'on sent un bénéfice ? Je suis d'accord avec Guillaume, le médecin de réanimation, que de toute manière ça a un effet sur l'anxiété, hein, et qu'en levant tous ces freins liés à l'anxiété, au stress, probablement que l'organisme est quand même plus prêt à recevoir des traitements et à les assimiler. Et je ne sais pas si en termes d'efficacité, ça sera mesuré un jour. Je pense qu'en termes de diminution des effets secondaires, par contre, probablement. Parce que toutes les chimiothérapies, enfin beaucoup de traitements, mais on connaît bien les effets secondaires des chimiothérapies sur le plan digestif notamment. Et je pense que de ce côté-là, on a des chances... Enfin, on verra surtout... On voit sans doute des effets déjà à ce niveau-là. Voilà. Il existe une fédération française des clowns hospitaliers. Qu'est-ce que ça signifie ? Alors cette fédération, c'est donc la Fédération française des associations de clowns hospitaliers, qu'on appelle la FACH, et qui est une association qui regroupe toutes les associations comme la nôtre de clowns hospitaliers qui fonctionnent selon des principes qui sont aujourd'hui admis comme étant des principes nécessaires au bon fonctionnement des associations, qui sont pour nous un peu les garantes de la qualité de ces interventions. Ce sont des clowns, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des clowns qui sont professionnels, qui interviennent en duo, qui aient des formations, qui aient une supervision. Et ces critères-là sont vraiment des critères qui sont communs à toutes les associations qui sont dans la fédération. Et l'importance de cette fédération, c'est de faire connaître ce métier, et d'être un peu une interface aussi vis-à-vis des pouvoirs publics, pourquoi pas, et vis-à-vis des médias. Donc c'est un métier qui est reconnu par l'État. Voilà. Ah oui, c'est un métier qui est reconnu par l'État, qui a même été reconnu officiellement par le ministère de la Santé. Alors on n'en est pas encore comme en Argentine où ça doit être obligatoire dans les services de pédiatrie, mais on espère qu'un jour ça le sera, oui. On va parler un petit peu d'argent, puisque vous l'avez dit, Soleil Rouge fonctionne avec des dons. Quel est votre budget ? Comment ça fonctionne ? Alors voilà, le budget de l'association Soleil Rouge, c'est 160 000 € par an. Donc c'est un gros budget. Ce budget, il permet de couvrir les salaires des 10 clowns, c'est-à-dire qu'à chaque intervention, ils sont rémunérés. Ce sont des intermittents du spectacle. Donc ce sont les salaires... qui sont payés avec ce budget. On paye aussi les formations, puisque les formateurs sont aussi rémunérés. On paye les supervisions, une supervision par mois. C'est un professionnel qui vient rencontrer les clowns une fois par mois. Et puis, c'est vraiment l'essentiel de notre budget. En dehors de ça, on n'a pas actuellement d'autres salariés dans l'association. On est une association un peu originale dans le monde des associations de clowns hospitaliers, puisqu'on fonctionne aujourd'hui qu'avec des bénévoles à côté. Donc voilà, les dons des personnes qui veulent s'engager auprès de nous servent pour l'instant uniquement au jeu des clowns. Et bon, on n'a pas beaucoup de dépenses administratives parce qu'on essaye toujours un petit peu de se débrouiller pour avoir des partenaires qui nous permettent d'éditer notre gazette, de faire des choses qui sont importantes aussi. Est-ce que c'est suffisant 2 jours par semaine de clowns ? Est-ce que les enfants réclament les clowns ? Je pense que c'est suffisant en termes de fréquence. Alors, il faut savoir qu'il y a d'autres... ils interviennent 2 jours par semaine, mais il y a des petites interventions qu'on appelle, nous, des interventions bonus. Donc, ils viennent un week-end par mois, un dimanche par mois. Ils viennent une nocturne par mois, aussi, c'est-à-dire en soirée. C'est des moments un petit peu particuliers où il y a moins de présence médicale, moins de présence auprès des enfants et où ça a de l'importance, la venue des clowns. Ou des jours fériés un peu emblématiques comme Noël, Pâques, le jour de l'an, où quand on est à l'hôpital, c'est pas bien rigolo, et de voir les clowns venir, c'est important, oui. Mais voilà, comme disait Johan, je pense que tous les jours, déjà pour eux, au niveau de leur performance, entre guillemets, de comédien, ça serait peut-être moins bien. Et puis, je pense que ce rythme-là de 2 jours, il est bien. Ça leur permet de passer dans toutes les unités, et c'est ce qui compte, à mon avis. Ouais. Est-ce qu'un jour, vous pourriez imaginer devenir clown ?
Je crois que c'est un métier et que je ne pense pas avoir les compétences. Des fois, j'ai bien envie de faire le clown avec eux. Et bon, j'ai l'occasion de le faire dans le service quand ils m'interpellent. Mais non, je pense qu'on peut pas. Voilà, je pense qu'on peut pas s'improviser. Hein. C'est un métier. Hein. C'est un vrai métier. C'est des comédiens. Voilà. Et vous faites du bien aux enfants. Merci pour eux. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci bien à sûr. vous. Hein. Merci aussi à vous, Vincent Templard. On se retrouve très vite pour un prochain check-up. En attendant, portez-vous bien. Check-up vous est présenté par l'agence santé de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes.